Alors, avant qu'on passe à notre discipline commune, je vais vous expliquer un peu les grands principes du souffle-voix. Il y a un point de départ commun qui est le bébé. Et vous avez peut-être eu l'occasion de voir des bébés naître et entendre leur premier cri. C'est un son qui est puissant pour leur petit corps et dans lequel il y a un grand réservoir de richesses, de sons différents. Et puis il y a la voix que nous avons quand nous sommes adultes, et il ne reste pas grand-chose. C'est toute la différence entre la voix de la personne et la voix du personnage. Alors évidemment, le bébé ne fait que pleurer. C'est une pierre brute. Mais il n'empêche que si on arrive à cultiver cette pierre brute et à la verticaliser, nous aurions tous des voix différentes. Alors la lecture de Serge Wilfard, qui a inventé le souffle-voix, n'est pas tout à fait la même, puisque Bernard vous a expliqué ce qui se passait au niveau du cerveau, au niveau psychologique. Il se passe aussi tout un tas de choses au niveau du corps, mais les deux sont en interaction, en fait. Si vous observez un bébé bien planté, souvent le centre de gravité ici, et puis qu'est-ce qui se passe? Souvent en troisième voie, des crises d'anxiété. Le centre de gravité qui est là vient se loger ici. Il suffit de chanter, de rassurer le bébé, et puis ça redescend facilement. Ensuite, le petit Dom se lève, et il essaie de se mettre tant bien que mal sur ses jambes. Et malheureusement, il y a aussi des parents qui l'aident. Ils veulent que leurs enfants marchent plutôt que prévu, vers 9, 10, 11, 12 mois. Ce faisant, ils sont en train de perturber quelque chose qui est naturel. Sauf problème exceptionnel, tout enfant est programmé pour se mettre debout et pour marcher à son rythme. Les psychomotriciens disent que si vous mettez un bébé dans une posture qu'il n'a pas acquise par lui-même, par exemple si vous le mettez assis, alors qu'il ne s'est pas mis assis tout seul ou debout, la seule chose qu'il va faire, c'est gérer la fatigue. On est en train de le mettre en défaut. Donc, il y a une notion sur laquelle on va revenir, c'est que le faire perturbe énormément de choses. Le bébé se laisse faire par l'environnement, et si on laisse faire le bébé, il va se mettre debout spontanément, tout seul. Et en général, il y a des études qui ont été faites, si on laisse un bébé faire, l'enfant va se mettre debout et marcher aux environs, en moyenne, à l'âge de 16 ou 17 mois. Ce qui est relativement tard par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. C'est une étude qui a été faite dans un orphelinat, qui s'appelle l'orphelinat de Lauchy. Donc, il y a des choses physiques. Vous mettez un enfant dans une posture qu'il ne gère pas, il va falloir qu'il mette un système de tension pour tenir debout. Et il va mettre ce système de tension en venant loger des tensions dans le haut du corps. Imaginez que tout est bloqué en haut du corps. Eh bien, la voix va rester bloquée à ce niveau-là. C'est-à-dire que la plupart des gens, il y a quelques exceptions, arrivent à l'âge adulte avec une voix fabriquée qui est le résultat de leur tension. Et ils ne peuvent pas faire autrement parce qu'il y a des tensions physiques. Alors on voit aussi que ça peut se mettre en place avec les tensions psychologiques qui ont lieu pendant l'éducation. Tout est lié. Le travail de souffle-voix, la première chose, ça va être un travail de déstructuration. C'est-à-dire déstructurer les tensions qui ont été mises en place. Vous voyez ce personnage-là, il y en a peut-être parmi vous qui connaissent Wilhelm Reich, il a des cuirasses physiques. C'est la seule manière pour lui de tenir debout. On va déstructurer les cuirasses. Ce qui va se passer, souvent d'ailleurs en pratique, c'est que la personne va tomber en arrière. Son énergie le fait chuter en arrière. Le centre de gravité redescend vers le bas. Et puis, on va restructurer à partir du centre. Une fois qu'on a déstructuré, la personne accède à son centre, à son bassin, et la voix peut émerger de l'ensemble du corps. Donc voilà, ça c'est le côté, on va dire, d'architecture.
un premier mouvement de déstructuration et un deuxième mouvement de restructuration à partir du centre, retrouver la verticalité à partir du centre. En réalité, ces deux choses se font plus ou moins en même temps. Parce qu'évidemment, on ne peut pas déstructurer entièrement une personne du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'elle va accéder au fur et à mesure à son centre de gravité. Ça va se déstructurer avec le temps. Le corps a aussi besoin de temps. Et puis on en reparlera, mais en fait, en réalité, dans ce travail de soufflet-voix, quand on élimine les cuirasses caractérielles de Reich, c'est toute la vie qui bascule. Il y a beaucoup de choses qui changent. Donc on ne peut pas tout changer du jour au lendemain. Le corps a aussi des mémoires. Alors Serge Boulefard, lui, il ne parle pas du personnage, il parle du masque qu'on a eu. Mais c'est des choses similaires. Okay, il parle du cri du bébé, qui est une pierre brute, et qu'on va tailler à partir de règles précises. Par exemple, et cette méthode est tirée, la base de la méthode, c'est l'approche lyrique de la voix. Il y a des basses, des ténors, des mezzos, des sopranos, il y a certains types de voix. Ça veut dire qu'on va respecter la géométrie de la voix de la personne. On ne peut pas être ténor et basse. On est soit l'un, soit l'autre. Donc ça suppose de connaître un minimum les voix pour faire ce travail. Alors, dans le monde lyrique, il y a aussi plein de fabrications. La voix de baryton, par exemple, c'est une fabrication du fin 18e, début 19e siècle. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que personne n'arrive à l'âge adulte avec une voix naturelle. Tout le monde arrive avec cette voix plus ou moins fabriquée. Il y a des gens exceptionnels qui ont leur voix chantée naturelle. Mais même chez les chanteurs, il y en a beaucoup qui truquent, qui fabriquent. Peut-être parmi vous, il y a des gens qui s'intéressent au chant lyrique. Si on prend les 20-30 dernières années, on constate qu'il y a beaucoup de carrières éclairs. C'est-à-dire que les gens chantent 5, 6, 10, 15 ans, et après ils n'ont plus de voix. Alors que si on prenait les chanteurs, notamment ceux qui sont nés dans les années 20-30, remarquez que c'est entre les deux guerres mondiales, donc je ne sais pas si la nature fabrique les aides dont elle a besoin à cette époque-là, mais en tout cas, on a, dans les années 70, des grandes voix, toutes différentes. C'est-à-dire que si vous ouvrez la radio à ce moment-là, on reconnaît qu'elles sont fortement personnalisées, et c'est des voix endurantes et puissantes. Serge Boulefard, il appelle ça des bébés qui auraient bien grandi, qui auraient bien évolué. C'est-à-dire qu'ils n'auraient pas été perturbés par toutes les tensions, par toute l'histoire. Alors, ça a été, on va dire, un peu un âge d'or du chant, et ces dernières années, à partir des années 70-80, il y a une standardisation des voix. On trouve ce même phénomène d'ailleurs dans les orchestres, c'est-à-dire que quelqu'un qui est musicien peut différencier la Philharmonie de Vienne de la Philharmonie de Berlin, mais il y a 20 ou 30 ans, il y a 30 ou 40 ans, il y avait beaucoup plus de différences que ça. Donc il y a un phénomène de standardisation qu'on trouve, qui est actuel. Je reviens sur cette chose de déstructuration. C'est extrêmement important, parce que par exemple, il y a plein de disciplines énergétiques, on vous parle de la verticalité. Le tir à l'arc, tout un tas de choses, le yoga. Et on peut très bien faire toutes ces disciplines énergétiques sans commencer par déstructurer la cuirasse. C'est-à-dire qu'on va rechercher un modèle idéal de corps, c'est ce que fait le yoga, alors qu'on n'a pas son centre de gravité bien établi, que la cuirasse n'a pas eu le temps de se déstructurer. En Inde, il y a des gens qui font de la préparation physique avant de faire de la danse ou avant de faire du yoga. Il n'y a que chez nous où on pense qu'on peut faire du yoga directement, et puis en regardant les planches, les postures, et essayer d'imiter ceci. Si je vous dis ça, c'est parce que, en fait, cette méthode-là reformate aussi les corps. Et on constate qu'après un travail de souffle et voix, on n'a plus la même relation au corps. C'est un corps qui est pesant, qui a des racines.
Et du coup, on envisage le corps de manière différente et ces pratiques-là de manière différente. Ce n'est plus la référence extérieure de la posture, la recherche d'un parangon, d'une posture idéale, mais c'est vraiment au ressenti corporel. Moi, pour ma part, j'étais pratiquant de yoga. Après un premier stage de 3 jours, c'était impossible de pratiquer le yoga que je faisais de la même manière. C'était un yoga dynamique. Alors, j'allais à fond la caisse, sans réfléchir. Et après le stage, tout d'un coup, je sentais l'énergie circuler. C'était impossible de toucher mes pieds. Mais j'étais centré. Il y avait une logique qui était respectée. Alors, j'en parlerai, hein, il y a tout un tas d'autres choses qu'on peut voir. Hein. Serge Wilfin, il est dans l'aspect très physique, physiologique au départ. Il fait prendre à des gens des postures pour faire fondre ces cuirasses caractérielles. Qu'est-ce qui se passe au niveau du souffle? La personne, elle est coincée ici. Elle n'a pas la capacité de prendre son souffle depuis ses racines, depuis ses pieds. Quand elle respire, parce que la plupart d'entre nous, on respire très peu avant de parler. Le corps est déjà tellement tendu qu'on ne le laisse pas parler. Alors, cette méthode, elle permet vraiment de laisser parler son corps et de laisser revenir un geste respiratoire qui est naturel. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est que quand on laisse faire les choses, la voix naturelle revient d'elle-même. En ce qui me concerne, j'ai fait des études de musicologie. Je n'avais pas particulièrement de problème avec ma voix chantée. Par contre, la voix parlée, c'est aussi l'image sociale qu'on a. Dans le fait de s'exprimer avec les autres, tout d'un coup, le fait de la présence des autres. On va se sentir tendu. La voix ne sera pas la même. Et pour ma part, quand j'ai commencé ma carrière d'enseignant, maintenant il y a une quinzaine d'années, je parlais comme ça tous les jours, je ne peux pas faire autrement. Tout était coincé ici. Vous imaginez comme ça peut être assez handicapant avec des élèves de collège, qui plus est dans des collèges parfois difficiles, où il faut s'imposer. Donc, pour moi, je suis témoignage vivant, j'ai vu les résultats de cette méthode sur ma voix parlée. Mais ce qui était très intéressant, c'est que je croyais bien connaître ma voix chantée, je me débrouillais pas si mal, sauf que j'ai redécouvert complètement ma voix chantée. Alors, on peut dire quel rapport avec le travail de Bernard? C'est que quand on travaille sur le corps, le souffle, la voix, on travaille sur l'incarnation de la personne. Quand on travaille sur l'incarnation, il va se passer des choses, les comportements vont changer. Et quand vous émettez d'une certaine manière avec certaines fréquences, les gens reçoivent d'une certaine manière. Quand vous émettez avec d'autres fréquences, eh bien, il y a d'autres personnes qui vont recevoir ce que vous avez à témoigner. Et peut-être d'autres personnes que ça va déranger. Je reprends l'image du « je suis méchant ». Quand on touche cette voix, quand la personne qui est dans la pratique touche cette voix grave, avec parfois une dimension presque animale, tout d'un coup, elle se dit « mais je ne peux pas utiliser cette voix-là ». Les gens en face de moi vont croire que je vais les engueuler, ou que je suis agressif avec eux. Et là, on voit bien le parallèle entre l'instrument et le personnage que l'on s'est construit. Alors en fait, les principes d'architecture, ils sont ceux-ci. Tout corps a un son fondamental. Un son fondamental, c'est un son grave, dans lequel il y a une grande richesse de sons. C'est-à-dire que si vous prenez un piano acoustique, pas celui-ci, malheureusement, c'est pas possible, vous appuyez sur une note grave et vous laissez la pédale appuyée. Par résonance, vous allez entendre au fur et à mesure se développer une série de sons plus aigus. C'est ce qu'on appelle les harmoniques.
il y a des pratiques vocales, notamment en Orient, où on développe ces harmoniques. C'est toute la richesse d'une voix. Et là, tout l'objet, c'est de trouver le son fondamental de la personne, son son racine. Et à partir de là, verticaliser sa voix. C'est-à-dire qu'on va chercher un grave, et en s'appuyant sur ce grave, on va monter au fur et à mesure dans l'aigu. C'est comme construire une cathédrale sur des fondations. Alors que la plupart d'entre nous, on parle sans cette voix grave, ou on chante, accessoirement, parce qu'on a peur de toute cette énergie qui vient du bas. Alors, c'est vrai qu'on sollicite beaucoup la puissance dans un premier temps dans cette méthode-là, et ce qui rend les gens malades, c'est une force qu'ils ont redirigée contre eux. On a tous, étant bébé, il nous fallait de la force pour survivre, en fait. C'est l'histoire de la chenille dans son cocon qui a besoin d'une force suffisante pour devenir papillon. C'est la même chose. La nature a fait de nous des êtres avec une énergie volcanique. Et c'est aussi ce qui nous fait peur. C'est aussi ce qui a fait peur à tout un tas de sociétés. C'est pour ça qu'il y a tout un tas de sociétés qui sont construites sur tout ça n'existe pas. Ok ? Tout à l'heure, Bernard vous parlait de cette zone-là. Le diaphragme, qui permet de respirer, c'est la coupure entre entre l'être et le paraître. Il y a une coupure. Et tout l'objet, c'est que l'énergie ici puisse fonctionner entre l'être et le paraître, pour qu'il n'y ait qu'une seule personne. Donc, les aspects thérapeutiques, ils sont nombreux dans cette méthode. Celui qui l'a fondé ne se déclarait pas thérapeute, mais il constatait que les colonnes se redressaient, qu'évidemment les voix des gens changeaient, que le souffle se calmait, mais aussi que leur vie changeait. C'est l'histoire de, voilà, je vais récupérer un son qui est toute ma personnalité, toute ma richesse, et quand je témoigne avec, comme mon véhicule témoigne avec, eh bien, c'est l'environnement qui change aussi, et qui s'adapte. En tout cas, il y a un mouvement qui se fait de cet ordre-là. Il arrive souvent que les personnes viennent dans cette méthode-là à des moments très particuliers de leur vie. Par exemple, il y a beaucoup de femmes qui viennent au moment de la ménopause. C'est un travail qui accompagne très bien les mues intérieures. Alors, ça c'est l'aspect thérapeutique. Mais en réalité, il y a d'autres aspects. Dans un cercle de souffle et voix, il peut se passer plein de choses. Serge Wilfer, qui a mis en place cette méthode, a remarqué qu'elle était particulièrement efficace en groupe. Bernard vous dirait, ce sont les neurones miroirs. C'est-à-dire que quand quelqu'un fait quelque chose, notre cerveau le fait. Le fait de voir quelqu'un émettre certains sons sollicite, active des choses en vous qui fait que cette méthode va prendre une puissance particulière en groupe. Serge Wilfer disait, moi je fais du Tomatis à l'envers. Qu'est-ce que faisait Tomatis? Il changeait l'écoute pour changer la voix, c'est-à-dire qu'il considérait qu'on ne pouvait émettre des sons que ceux qu'on avait entendus, que les fréquences qu'on avait entendues. Donc c'était son principe à lui. Et Serge Wilfer disait l'inverse. Il disait, moi je change la voix et je change l'écoute. Parce qu'il constatait que ça avait un impact sur l'écoute des gens. Vous écoutez les voix de manière différente. En réalité, il faisait les deux. Parce que quand vous êtes en groupe, vous écoutez différemment aussi et ça agit sur votre corps. Alors je vous parlais d'un cercle. En fait, dans ce type de pratique, en tout cas en souffle et voix tel qu'il a été mis en place, ça peut rappeler certains autres cercles. Par exemple, il y a des cercles chamaniques où au milieu on met le feu, et puis il y a des chants qui se font, et puis il y a des choses qui se passent.
ce qu'on appelle des états modifiés de conscience. Je sais que Bernard n'aime pas ça, mais l'hypnose est qualifiée d'état modifié de conscience. Bon, c'est clair pour... Enfin, voilà. En tous les cas, quand on chante, à un moment donné, on va toucher des états différents. Des états habituels. Au moment où la personne lâche prise. Et à la différence d'un cercle chamanique où on va mettre les éléments au centre, là, l'objet de la recherche, ça va être l'homme. De retrouver les proportions de l'homme. Vous voyez l'homme de Vitruve, la statuaire grecque. Quand on travaille sur cette méthode-là, le corps, il change. Alors les éléments, ils sont là sous d'autres formes. Hein. Il y a des gens qui pleurent, il y a de l'eau, il y a l'énergie animale qui est là, il y a le feu, il y a la terre, évidemment. Voilà, mais l'objet de la recherche, c'est l'homme. On met l'homme au centre des recherches. Et il peut arriver, on ne fait pas ça pour ça, mais ça arrive, qu'il y ait des expériences très fortes qui soient vécues dans le cercle. Pour ma part, la première fois que j'ai chanté, je me suis senti comme un canal, où il y avait énormément de choses qui passaient, comme si j'étais un tout, il n'y avait pas de différence avec mon environnement. Et pour moi, qui à l'époque était très peureux, si j'avais été un samouraï et que je devais me battre, je me serais battu sans aucune peur. Voilà, donc déjà c'était assez extraordinaire pour moi comme expérience, parce qu'à cette époque-là, c'était une époque où je prenais ma voiture, je psychotais un peu, quoi. Et puis il m'est arrivé, 3-4 ans plus tard, de faire l'expérience inverse. C'est-à-dire qu'il y avait une voix qui était là, et en même temps j'avais l'impression de disparaître intérieurement. Donc c'est des expériences qui sont proches du zen, la plénitude, ou alors le vide. En stage Soufflet-Voix, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours, il y a un stagiaire qui a fait une expérience très forte de rien. Un satori. Un satori. Voilà. C'est pas ce qu'on cherche. Nous, on cherche simplement à ce qu'il y ait quelque chose qui bouge pour la personne, à ce qu'il y ait une harmonie naturelle qui revienne. Mais c'est des choses qui arrivent. En tout cas, c'est de cet ordre-là. Dans la dimension initiatique de ce travail, on peut faire le parallèle entre le fait de trouver sa voix, de trouver le son juste, et le tir à l'arc japonais. Il y a un très beau livre, je crois que je ne l'ai pas ici, qui s'appelle Le Zen dans l'art chevaleresque du tir à l'arc. Et en fait, c'est l'histoire d'un homme occidental qui se retrouve à faire du tir à l'arc au Japon. Et évidemment, lui, son but, c'est de tirer au centre de la cible. Voilà, c'est un occidental, il veut que ce soit efficace. Mais il y a toute une initiation de cet élève-là pour que l'élève se dépouille de son intention et laisse quelque chose tirer à sa place. De sorte qu'à un moment dans le livre, la personne qui tire a les yeux bandés et touche la cible au centre. Vous prenez la cible, c'est la note que je donne, la flèche, c'est la voix, l'arc, c'est la respiration, le corps, la manière d'investir ces deux choses. Vous prenez ce livre, c'est exactement ce qu'on fait. C'est apprendre à se dépouiller du personnage qui veut faire, d'une névrose, qui veut être quelque chose, pour laisser faire quelque chose qui nous traverse et laisser faire. Et il se trouve que ce livre est une référence de Serge Wilfard qui a inventé le soufflet-voix, et aussi de François Roustan. Ces deux personnes ne se sont pas rencontrées, mais on est dans la même démarche. On est dans des univers où tout d'un coup la personne, quand elle chante, elle peut toucher des choses où le mental s'arrête. C'est comme si on appuie sur le bouton reset d'un appareil, tout se remet à zéro et ça redonne du mouvement. C'est ça aussi qui est libérateur et qui permet de soigner les gens et de redonner un nouvel élan dans la vie. Voilà, donc je vous ai présenté différentes facettes de ce travail-là. Oui, on est parti de neurosciences, c'est très matérialiste, etc. Mais en fait, il y a plein d'autres aspects. Hein. Bernard, vous-même, vous direz que nous ne sommes pas notre cerveau. Donc, les neurosciences sont un outil pour regarder. Mais en fait, dès qu'on est dans l'expérience, on peut dire tout un tas de choses sur l'expérience.
Mais quand on est dedans, c'est complètement différent. C'est quelque chose d'assez incommunicable. Et il arrive très fréquemment que quand la personne touche son énergie profonde, qu'elle se met à avoir un vrai geste respiratoire naturel, elle ne sait plus quoi dire. C'est un blanc. Ou alors, si elle arrive à traverser cet état-là, c'est d'autres mots qui apparaissent et d'autres sons.